je m'appelle Issifi Bourema, je suis le coordinateur régional de la commission climat pour la région du Sahel, l'une des commissions climat africaines qui a été mise en place par l'Union africaine en janvier 2017 lors de sa session à Addis Ababa. Il s'agit en fait des 3 commissions climat, notamment la commission Sahel, dont la présence est assurée par la République du Niger, la commission bassin du Congo, dont la présence est assurée par le Congo, la République du Congo, et la commission des États insulaires africains, dont la présence est assurée par les Seychelles. Ces 3 commissions ont été créées à l'initiative du roi du Maroc lors du sommet des chefs d'État africains qui a eu lieu à Marrakech en marge de la COP, comme vous le savez, la COP 22. Après, l'Union africaine a eu l'initiative de pouvoir entériner les décisions qui ont été prises au cours de ce sommet. Donc depuis janvier 2017, la République du Niger qui assume la présence de cette commission qui est dédiée au Sahel, qui regroupe 7 pays allant du Sénégal, du Cap-Vert jusqu'à Djibouti. Donc le Niger, en relation avec tous ces pays, avec les différents partenaires, a enclenché le processus d'enclenchement de cette commission sous l'impulsion en fait, de l'ancien président du Niger qui était le premier président de la commission de son Excellence Issou Mahamadou. Donc depuis lors, j'assume le rôle de coordinateur régional en fait, de cette commission qui a le lead du suivi de toutes les actions climatiques au niveau du Sahel. Alors ici, nous sommes ici dans le cadre de la COP 15. Et comment vous inscrivez dans les actes ce que vous venez de dire au niveau de la COP 15? Oui, merci d'abord de pouvoir m'accorder en fait cette voix afin que nous puissions nous adresser à l'opinion régionale et internationale sur le défi en fait la désertification de la sécheresse qui constitue le principal thème en fait de l'organisation de cette COP 15. Comme vous le savez, cette COP pour nous Africains trouve son importance à plusieurs égards. Premièrement, c'est la première fois que cette COP s'organise, je peux dire que c'est la deuxième, mais c'est la première fois de façon manifeste qu'elle s'organise en Afrique. Il y a eu une première, effectivement, mais celle la plus manifeste vraiment, c'est celle-là qui s'organise sous l'égide en fait, du président Ouattara. Et le deuxième égard qu'on donne en fait, à l'organisation de cette COP, c'est l'initiative que le président ivoirien a eue pour organiser en marge de cette COP un sommet qui va dans le sens en fait de renforcer l'impulsion de la volonté politique qui est nécessaire pour mieux créer les conditions à la fois de pallier les différents problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention de l'agenda 21 qui est dédiée à la désertification. Le problème que nous avons, c'est quoi? Vous le savez très bien, l'Afrique, c'est le continent le plus vulnérable. À la fois sur tous ces phénomènes-là, mais aussi d'autres phénomènes qui viennent aussi renforcer les impacts de ces phénomènes, notamment les questions de la sécurité, les questions de la migration. Et partout où il y a un problème de sécurité et de migration, les impacts, au-delà de ça, il y a des impacts qui sont liés à la dégradation des ressources naturelles. Vous le savez très bien que donc, la vulnérabilité de nos populations ne peut que s'accroître. Donc face à tous ces défis, le président Ouattara a eu l'idée, l'initiative de pouvoir organiser les différents dignitaires de l'Afrique avec les différents partenaires multilatéraux pour donner un nouveau souffle en fait, à cette impulsion, à cette volonté politique. Et le sommet a été en fait acté par une initiative dite initiative d'Abidjan. Cette initiative est tellement salutaire, non pas seulement pour la République de la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique, pour le Sahel. Pourquoi? De mon point de vue, parce que cette initiative, quand nous arriverons à créer les conditions d'avoir une convergence de points de vue à la fois des pays et des partenaires, va nous permettre à la fois de régler un certain nombre de problèmes, notamment la question de la mobilisation de ressources. La question de la mobilisation de ressources se trouve dans une échelle importante des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pourquoi je le dis? Vous le savez très bien, vous entendez, on parle de la Grande Muraille Verte. Chaque matin, vous parlez, quelle que soit votre vocation, vous entendez la Grande Muraille Verte. C'est une belle initiative dans le sens que c'est une initiative qui, de par le nombre d'activités qui ont été identifiées pour qu'elles soient mises en œuvre, il ne faudrait pas voir la Grande Muraille Verte comme une initiative permettant de créer une haie vive, une haie verte. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. C'est un ensemble d'activités qui sont prévues être mises en œuvre à l'échelle du Sahel, concourant à la résilience effective des populations et aussi à la survie de l'environnement et de toutes les ressources naturelles dont dépendent les populations pour leur survie. Et que ce soit la question de l'énergie, que ce soit la question des emplois créés pour les jeunes et les femmes, que ce soit aussi la question de la restauration des terres. La question de la mobilisation, là où elle est importante, c'est quoi? Nous avons entendu plusieurs fois
des annonces et des engagements des différents partenaires. Des annonces qui aujourd'hui le cumul atteint jusqu'à 19 milliards de dollars. Mais entre les annonces et la concrétisation, il y a un problème. Donc le problème que nous avons, on cherche une solution. Comment créer les conditions que ces annonces qui ont été faites soient réellement, comment on appelle ça, concrètes. Qu'on puisse créer les conditions de pouvoir mobiliser effectivement ces ressources-là, parce que les défis auxquels nos populations sont confrontées, ces défis sont tellement colossaux et l'urgence auquel nous sommes confrontés fait en sorte qu'on n'a pas le temps. Donc le premier défi, face à cette initiative d'Abidjan, qu'on crée les conditions maintenant pour aller dans le sens en fait des mesures concrètes de ce qu'on appelle l'accélérateur de la Grande Muraille, pour que cet instrument qui a été mis en place dans cette dynamique de la Grande Muraille verte puisse être concret, puisse être capable de pouvoir mobiliser ces ressources qui ont été promues par les différents partenaires. Maintenant, au-delà de ça, nous avons aussi, il faut se le dire, un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la mise en œuvre des actions concrètes sur ces questions de gestion durable des terres, de préservation de la résilience des populations. C'est quoi? C'est la synergie entre les différents acteurs. Il nous faut ça. Il nous faut concrètement s'assurer d'avoir une synergie, une cohérence des actions. La synergie dans le sens quoi? Il faudrait qu'on crée les conditions vraiment de mettre en place des mécanismes permettant à ce que chaque entité, chaque structure régionale ou nationale, le rôle qu'elle doit jouer, qu'on lui crée les conditions que cette institution, cette structure joue son rôle pleinement. Il faut que chaque partie prenante, journaliste et politique, n'importe qui, quelle qu'en soit votre position et de la vie dans le tissu social, qu'on vous donne en fait l'opportunité et les moyens de pouvoir apporter votre concours, parce que c'est une affaire de tout le monde. Donc parce que ce n'est pas les ressources seulement. On peut avoir les ressources financières, mais tant qu'il n'y a pas une pleine organisation à tous les niveaux, la mise en œuvre de toutes ces actions ne sera pas efficiente. Et c'est pour cela que nous, au niveau de la commission de pour la région du Sahel, de par la vision de la commission, de par les orientations que nous donnons aux différents chefs d'État, nous avons en fait le devoir de créer les conditions d'aller en avant pour contribuer en rapport avec les différentes institutions régionales et législatives régionales pour essayer de diagnostiquer tout ce qui est comme faiblesse et défis dans le cadre de la résilience de nos populations et des moyens de résistance et apporter avec le concours de tout le monde des solutions par rapport à ça, tant au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel. Au niveau stratégique, par exemple, nous avons entamé la mise en place de plusieurs cadres de concertation au niveau politique et au niveau opérationnel. Des cadres de concertation, comment on appelle ça, avec le secteur privé, qui doit jouer un rôle important, avec la société civile, les organisations non gouvernementales, avec aussi les États à travers les différents dénombrements. Et avec aussi les institutions régionales, notamment la Grande Muraille Verte, la CEDEAO, le CILS, l'IGAD vers l'Afrique de l'Est. Et tout ça, nous sommes dit que c'est une dynamique salutaire qui, tant qu'elle sera effective et dynamique et performante, va permettre de réussir en fait cette faiblesse de synergie qui a été toujours remarquée dans toutes les actions que nous menons, comment on appelle ça, à l'échelle régionale. Au-delà de ça aussi, cette question de synergie, la cohérence. La cohérence va nous permettre en fait d'éviter la duplication. À quoi ça sert qu'un projet qui est déjà fait par un partenaire dans une localité, un autre vient aussi faire la même chose dans une localité? Ce n'est pas bien. Il faut s'assurer qu'il y ait une meilleure communication, une meilleure synergie, une meilleure cohérence entre les activités que les partenaires mènent, que les pays mènent, dans le temps et dans l'espace. Si vous êtes assuré d'apporter une contribution allant dans le sens de le renforcement de la résilience des jeunes, à lieu et place, un autre projet doit être identifié, formulé à l'endroit des femmes. C'est ça qui est important plutôt que de renforcer encore pour les jeunes, parce que ça fait une duplication qui, l'impact ne sera pas salutaire, parce que tout est urgent pour nous. Les terres, ça ne va pas, les eaux, ça ne va pas, les hommes en même temps, ça ne va pas, les femmes, ça ne va pas, les jeunes, ça ne va pas. Donc, faire en sorte que le possible d'activité qu'on aura à mobiliser, qu'on doit s'assurer que ce soit un maillage dynamique. Le maillage tant au niveau des bénéficiaires physiques que tant au niveau aussi des zones bénéficiaires. Ça ne sert à rien de concentrer tous les efforts dans une localité alors que les autres localités ne réussissent pas à pouvoir avoir l'opportunité d'endiguer le problème auquel ils sont confrontés. Donc vraiment, voilà les différents enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés, que nous pensions qu'au-delà de ce sommet, les négociations qui sont en cours et les différentes réunions bilatérales auxquelles les différentes parties prenantes, comment on appelle ça, participent, vont nous permettre de pouvoir, au sortir de cette COP, d'avoir des solutions idoines permettant de contribuer davantage à régler ces défis auxquels nous sommes confrontés. Qu'est-ce que vous entrevoyez au thème de ce sommet? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Oui, de façon concrète, en fait, c'est que d'abord, il faut s'assurer
de s'approprier en fait des décisions qui sont issues de ce sommet. C'est des décideurs politiques qui sont réunis. Ils ont constaté des faits aussi que ça ne vient pas d'eux. C'est des faits qui résultent des examens, des analyses, des experts remontés à tous les niveaux pour arriver à leur niveau. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Et pour eux, le niveau politique, c'est quoi? C'est l'impulsion de la volonté politique. Après, maintenant, le rôle va venir des relais. Donc maintenant, ce qui est concret, c'est qu'ils doivent être de façon concrète, comme action à faire juste après ce sommet. Il faut que tant les pays, que tant les partenaires puissent s'approprier des décisions qui sont prises sur ce sommet et qu'il y ait une feuille de route permettant dans le temps, dans un horizon temporel, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de priorité comme action pour créer les conditions que ces décisions qui ont été prises au niveau de ce sommet puissent avoir vraiment des réponses idoines. Avoir une feuille de route, avoir vraiment un cadre de concertation avec les différentes parties prenantes. Et à travers cette feuille de route, on aura créé les conditions, quelles sont les actions qu'on aura priorisées, qu'est-ce qu'il faudrait faire cette année, qu'est-ce qu'il faut faire la seconde année, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un état de lieu. À un moment, on doit faire une préévaluation avant la prochaine COP. Tout ça là, donc je pense qu'à court et à moyen terme, il faudrait définir un agenda. C'est ça qui est important. On ne peut pas avoir une solution face à un problème sans pour autant avoir une meilleure dynamique d'organisation. Il faut avoir un agenda, il faut avoir une feuille de route, il faut définir les moyens qu'il faut pour pouvoir. Il faut s'assurer d'une mobilisation des moyens. Et les moyens, il faut maintenant définir un mécanisme de suivi et évaluation des actions. Parce qu'on peut entrevoir plusieurs actions, mais tant qu'il n'y a pas de mécanisme de suivi et évaluation assez pertinent, assez performant, on va constater au finish que des choses ont été faites, les efforts ont été fournis, mais très malheureusement, pas de façon que les résultats ne sont pas escomptés. Et on ne veut pas que tout le temps qu'on soit dans cette dynamique d'éternel recommencement. Et je pense que vraiment, quand la volonté politique est là, il faut s'aligner, il faut créer les conditions de veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre la volonté politique et ce qui se passe au concret sur le terrain. Avant le mot de fin, à mi-parcours, déjà, comment trouvez-vous l'organisation de cette COP? C'est-à-dire au niveau des réflexions qui sont menées, est-ce que vous pensez que tout se passe bien, que tout est sur la droite ligne pour mener à des solutions durables? Je peux vous avouer, personnellement, en tant que participant, par ma modeste personne, vous savez, le PIPARM, dans les responsabilités que je porte, je peux vous dire que vraiment, je salue l'organisation de cette COP. Et c'est l'occasion que vous me donnez aussi de saluer et de féliciter en fait le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour l'effort qu'elle a eu à fournir pour pouvoir créer les conditions d'organiser dans ce contexte précis un tel événement qui draine des milliers de personnes et qui, jusqu'à preuve contraire, les échos qui nous remontent, c'est vraiment des bons sentiments. Et je pense que ça, c'est très important. Et deuxièmement aussi, la qualité de l'organisation, de par la qualité de l'organisation, on pourrait aussi relever le caractère spécifique de la préoccupation maintenant que les gens, tant au niveau des pays qu'au niveau des partenaires, tout le monde s'accorde que effectivement il est temps, pas hier, pas demain, mais il faut qu'on se dise aujourd'hui il est temps qu'on puisse créer les conditions d'accepter que c'est notre propre survie qui est en jeu. Quand les terres se dégradent, alors que les besoins alimentaires augmentent avec l'augmentation de la population, les superficies des terres, qu'on dise les terres saines, les terres durables, hein, tout ça, c'est des problèmes auxquels on ne peut pas régler sans pourtant s'accorder d'accepter d'abord que le problème est là. Et donc, déjà, moi je pense que c'est un pari gagné qui peut sortir de cette COP. Et tous les, comment on appelle ça, les participants, tant au niveau moral qu'au niveau physique, sont accordés pour comprendre qu'il est temps de pouvoir créer les conditions d'aller vers des solutions permettant d'avoir un début de règlement de ces défis auxquels nous sommes confrontés. Et sur ça, je pense que c'est l'une des leçons tirées sur lesquelles on peut capitaliser pour sortir de cette COP. Deuxièmement, ce qu'il faudrait aussi garder, c'est que, comme je reviens toujours sur le sommet, la COP peut s'organiser sans pour autant qu'il y ait un sommet. Ça, il faut saluer quand même le leadership du président de la République de la Côte d'Ivoire. On peut organiser la COP à l'initiative des Nations Unies, la Convention, sans pour autant qu'il y ait un sommet. Mais ce sommet, ce qui est sorti du sommet, a eu en fait l'audace et l'intérêt d'influencer significativement les négociations qui sont en cours, mais aussi de créer les conditions de donner à l'après-COP une feuille de route comme un cahier de charge.
Et donc je pense que sur tout ça, on ne peut que saluer vraiment la qualité de l'organisation et le succès de l'organisation de cet événement. Un mot de fin, on demande de conclure. Bon, le mot de fin, j'allais adresser mes vœux de félicitations à la République de Côte d'Ivoire, mais je l'ai déjà fait. La seule chose que je dis, je tiens d'abord à remercier toutes les parties prenantes de l'organisation de cette COP, les parties prenantes nationales d'abord de la Côte d'Ivoire, tous les hommes et les femmes qui ont été mobilisés pour l'organisation de cette COP. Pour nous, c'est la COP de l'Afrique, mais qui est organisée en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est vraiment une fierté pour nous, que tout le monde retourne avec l'assentiment que ça a réussi. L'Afrique peut organiser et que ça réussisse. C'est important. Le Maroc a donné plusieurs occasions pour montrer cela. L'Afrique du Sud a donné plusieurs occasions pour montrer cela à travers la COP Kilma. La Côte d'Ivoire a donné, récemment Kigali a donné le bon exemple à travers le Forum africain de développement durable. La Côte d'Ivoire vient de montrer à l'échelle de la communauté internationale qu'effectivement en Afrique tout est possible en dépit en fait, du problème, des différents défis auxquels nous sommes confrontés. Je pense ça et la Côte d'Ivoire nous a montré davantage qu'elle est une partie intégrante en matière de leadership comme pays pivot de la diplomatie environnementale au niveau de l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit saluer. Et à la fin, je peux simplement dire que j'émets le grand espoir que les décisions qui sont sorties à la fois de ce sommet et qui seront sorties aussi des négociations, qu'ils ne soient pas des décisions vaines. En s'appuyant sur le fait du constat de la volonté de tout un chacun ici, de leur appropriation. Donc quand on s'approprie de quelque chose, ce qu'on veut voir sur le terrain, c'est quoi? C'est l'action. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous devrons nous mettre en fait dans la robe de l'action. Et sur cette action, plaise à Dieu, je pense que d'ici la prochaine COP, et surtout celle de Kilman qui va venir, parce que les conventions là, elles sont ensemble, on pourrait déjà voir, ne serait-ce qu'au niveau stratégique, un début d'actions qui vont dans le sens de la faisabilité en fait, du succès attendu, des résultats qui sont issus de ce sommet. Je vous remercie.